Il fait partie d'un groupe de 27 journalistes et humanitaires occidentaux enlevés en Syrie par Daesh entre 2012 et 2015. Une dizaine d'entre eux ont été assassinés. L'ancien reporter de guerre devenu consultant, Nicolas Hénin, a témoigné à la barre de deux procès, celui des attentats du 13 novembre et devant un tribunal américain. Bonsoir Nicolas Hénin, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes donc aujourd'hui consultant, vous avez été enlevé entre juin 2013 et 18 avril 2014, 10 mois de captivité. Avant de vous entendre, direction le tribunal de Paris avec Sophie Neumeyer. Bonsoir Sophie, vous couvrez ce procès des attentats du 13 novembre pour France Info TV. Les réquisitoires ont débuté hier. Que ressort-il des propos du ministère public ? Eh bien, c'est une démonstration implacable que proposent en ce moment les trois avocats généraux. Ils reprennent tous les éléments du dossier, les déclarations, voire les contradictions des accusés pour souligner les charges qui pèsent à l'encontre de chacun d'entre eux. Depuis leur engagement radical, les liens qui les unissent en passant par la sélection puis la formation par le groupe État islamique des 12 terroristes pour en faire des machines à tuer, souligne l'accusation, jusqu'à leur accueil à Bruxelles par la cellule belge et leur arrivée à Paris. Location des planques, achat des armes, fourniture de faux papiers, le rôle et les responsabilités de chacun est détaillé. Dès hier, l'accusation a donné le ton en expliquant notamment que Salah Abdeslam, le seul membre du commando toujours en vie, est bien co-auteur de ces attentats. Il n'a pas seulement aidé, a-t-elle insisté, il y a participé. C'est demain que nous connaîtrons les peines requises à l'encontre des 20 accusés. Elles devraient être en adéquation avec la fermeté affichée ces 2 jours-ci par le ministère public. Sophie Neumeyer au tribunal de Paris. Merci Sophie pour toutes ces précisions. Donc on attend demain ce réquisitoire et les peines requises par le ministère public. Nicolas Hénin, disons-le d'entrée, le procès qui vous concerne en premier chef, il a eu lieu aux États-Unis avec une condamnation, on va en parler. Mais celui-ci, vous y êtes allé à la barre, vous avez témoigné. Pourquoi au juste ? J'ai témoigné pour apporter un éclairage sur une partie seulement des prévenus, puisque je n'ai quasi pas interagi ou croisé de prévenus. Vous parlez d'Oussama Attar et Najim Lachraoui. Oussama Attar, principalement, en effet. Et l'un des artificiers présumés, Najim Lachraoui. Tout à fait. Oussama Attar étant l'un des désignés assez improprement le cerveau à la fois de l'attentat des attentats du 13 novembre et de l'attentat de l'aéroport, des attentats de Bruxelles, ensuite le 22 mars suivant. Qu'est-ce que vous avez pu apporter ce que j'ai apporté comme éclairage, c'est la genèse de la cellule. Cette cellule, elle est née déjà 2 ans plus tôt. Elle est née d'un petit groupe de combattants en Syrie qui s'appelait la Liwa Sadiq, qui a été créé par Abu Mohamed al-Adnani, le ministre de l'information de l'État islamique, du califat, qui avait créé ce petit groupe, cette petite cellule. Et cette petite cellule, eh bien, avant de commencer à lancer des attentats en Occident, elle avait commencé par une vague d'enlèvement, par capturer 2 douzaines d'Occidentaux à travers la Syrie en l'espace de 13 mois. Et à la barre, vous avez raconté ce que vous aviez vécu pendant votre captivité aussi. J'ai aussi raconté évidemment un petit peu de mes conditions de captivité, ne serait-ce que pour rappeler à ceux des prévenus qui pourraient se plaindre de leurs propres conditions de détention. Frappé, violenté, avez-vous dit bien évidemment, mais aussi, la principale des violences, c'était même pas les tortures que j'ai subies. La principale des violences, c'était le seul fait d'être maintenu avec 2 douzaines d'autres otages au sein de ce groupe, derrière une porte fermée, sans avoir plus aucun contrôle sur ma vie, sans avoir aucune idée de quand est-ce que ça va se finir et surtout comment ça va se finir. Est-ce que je vais survivre ? Et on a vu par la suite que un petit tiers de notre groupe a été assassiné. Et il y a aussi la torture psychologique. Un jour, on vous force à voir une vidéo d'une décapitation, il me semble, et vous ne savez pas si la photo va être envoyée par courrier électronique à votre épouse pour faire pression sur elle. On imagine effectivement l'état de stress et de sidération. Vous avez aussi témoigné aux États-Unis dans le procès d'El Shafé El Sher devant un tribunal fédéral à Alexandria, c'est en Virginie. Qui est cet homme ? Cet homme, c'est un ressortissant britannique qui fait partie de la petite bande de djihadistes que l'on a surnommé, entre nous, entre otages, les Beatles.
parce que du fait de leur accent britannique et parce qu'on avait tendance à venir donner des surnoms à chacun de nos geôliers de façon à pouvoir les identifier, les différencier. Et il a été capturé par les Kurdes. Il a préféré se rendre au moment de la chute du califat. Il n'a même pas eu le courage du martyr, comme après avoir poussé des siens ou tant de ses suiveurs, j'ai envie de dire, à la mort. Lui, par contre, il a préféré survivre. Et il a donc été capturé par les Kurdes. Il a ensuite été identifié comme tel, suite à une analyse d'ADN, transféré aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis? Parce que c'est la principale charge qui repose contre lui, c'est le meurtre de plusieurs ressortissants américains, à commencer par James Foley. Mais aussi donc plusieurs travailleurs humanitaires ou autres journalistes dont on se souvient qui ont été décapités dans des vidéos sordides. Ouais. Cet homme a été condamné, la peine sera prononcée en août 2022. Comment les Américains ont reçu votre témoignage? Vous leur avez raconté la cruauté de ces Beatles. C'était très important pour eux d'avoir ce témoignage. Quand bien même il y avait des familles, des otages assassinés qui étaient présents dans la salle. C'était évidemment très difficile pour eux d'entendre les détails de la cruauté, de nos traitements, de cette vie de tous les jours en tant qu'otage. Malgré tout, on était face à un individu qui niait. Et il était nécessaire, ou qui cherchait à se faire passer comme juste un djihadiste dans la meute, j'ai envie de dire, enfin pas plus important qu'un autre. Il était absolument nécessaire de venir documenter de façon la plus précise possible que c'était bien lui qui avait fait ça, ça et ça, et de lister par le menu. Vous avez témoigné devant lui et vous le voyez, de ces méfaits. Évidemment, il y a accessoirement la différence avec ce que l'on peut voir là au Palais de Justice de Paris, où on a un dispositif de sécurité qui est assez conséquent. Moi, quand je suis rentré donc, dans cette... c'était le procès de la décennie aux États-Unis. Ouais. Et je rentre... C'est filmé? C'était pas filmé, non. Mais je rentre dans cette salle et il m'a fallu un petit peu de temps avant même de le reconnaître. Parce que je ne l'avais pas vu récemment. Et il était en fait à 1,50 m de moi, derrière une table, sans vitre, sans rien, sans les bodyguards. On était comme ça. Alors lui, évidemment, me lançait de temps en temps des petits regards un peu malicieux, histoire de venir me provoquer. Bon, bref. Et évidemment, il n'était plus du tout en situation. Et c'est vrai que pour humilier, il forçait les détenus dont vous faisiez partie à chanter, notamment célèbre tube Hotel California. Oui, ils avaient parmi leur divertissement sadique, parce que ils avaient réécrit la fameuse chanson Hotel California, transformer les paroles en Hotel Oussama, et un Hôtel Oussama dont That You Will Never Leave. Mais est-ce que vous avez essayé à un moment donné de leur dire vous êtes des jeunes occidentaux comme nous, on a la même culture? À aucun moment il y a eu une brèche pour leur dire... Il y a eu des moments, notamment j'ai eu 2 nuits entières d'échanges quasi en tête-à-tête avec Najim Lachraoui. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il était présent dans cette voiture, parce que c'était un long trajet en voiture, était présent, et pourquoi c'est lui qui conduisait Oussama Attar, qui comprenait parfaitement le français, et donc la discussion. Et c'est vraiment très complexe, les chemins de l'embrigadement djihadiste. C'est d'ailleurs aujourd'hui l'un de vos chevaux de bataille, puisque vous étiez grand reporter 15 ans avant d'être kidnappé. Aujourd'hui, les djihadistes, je les ai croisés dans leur milieu. Les djihadistes, la radicalisation. Je les avais croisés dans mes reportages. Et là, aujourd'hui, je fais de la prévention de la radicalisation, principalement en Afrique désormais. Je le disais, le procès du 13 novembre, ce n'est pas forcément le vôtre, mais demain, donc, les peines, nous le disait Sophie Neumeyer, vont être, en tout cas, le réquisitoire va être connu, les peines requises. Qu'attendez-vous? Pourquoi c'est important? J'attends juste que les victimes, donc à la fois les survivants de ces attaques, les personnes blessées et aussi les familles des personnes qui ont été tuées soient satisfaites du déroulement de ce procès. Et évidemment, ce ne sera pas parfait. C'est une énorme machine. Un procès comme ceci, ça ne peut pas être parfait. Rien de ce qui est humain n'est parfait. Mais si ça permet de venir apaiser
la situation, de venir colmater poser un petit peu apaiser quelques plaies, c'est le principal. Et vous avez vous aussi donc payé un lourd tribut pour informer le public français et francophone notamment. D'ailleurs, une pensée pour Frédéric Leclerc-Imhoff, en ce moment même, place de la République à Paris, un rassemblement pour notre confrère de BFM TV qui a été tué dans un bombardement dans le Donbass. Merci beaucoup Nicolas Hénin. Merci.